Et je crois que ça m'a tellement motivée avec des gens de mon équipe d'entendre c'est pas possible. Bah si, c'est possible. S'il se sent considéré, s'il est satisfait, même heureux de travailler avec nous, il y a déjà beaucoup d'éléments et de paramètres pour que le client ait une expérience qui se passe de belle manière et qui soit positive. Chez nous, le client est au cœur du projet. Ça, je pense que c'est très, très important. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Le Client. Je suis Marine Deck, passionnée de digital, expérience client et des nouveaux modes de consommation. Le joli mélange de tout ça m'amène à aider les marques à placer les nouveaux usages et modes de conso au cœur de l'expérience client en étant à la fois consultante et fondatrice de Lougage. Le Client, c'est un podcast où je mets en lumière des personnalités et entreprises qui font de leur priorité l'expérience client. Des discussions authentiques et inspirantes afin de partager des outils, initiatives et visions qui nous permettent d'étendre ensemble notre zone de confort. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Christelle Vogler de HomeServe, le spécialiste des réparations, travaux et entretien des équipements de la maison depuis 20 ans en France. Anne-Christelle en est la directrice client et opération. Elle est passionnée par son métier et ses enjeux, mais aussi par le Japon, qu'elle admire beaucoup pour sa mise en application d'une expérience client attentionnée. Avec Anne-Christelle, on a parlé de l'intégration du nouveau CRM d'HomeServe, de comment mettre plus d'émotion dans la relation client et de culture client avec le passage du CODIR à l'Institut Paul Bocuse comme brigade d'un jour lorsqu'elle travaillait chez Apicil. Dans cette discussion, on prend aussi le temps de parler de difficultés avec la digitalisation et les courbes d'apprentissage client et collaborateurs qui nécessitent de prendre le temps plutôt que de décréter. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager ou à le noter 5 étoiles sur iTunes. Laissez-nous un petit like ou simplement un gentil commentaire. Ça fera plaisir à toute l'équipe. Et si ce podcast grandit, sachez que c'est grâce à vous. Avec vous, on vous remercie et on vous souhaite une très très bonne écoute. Bonjour Anne-Christelle. Bonjour Marine. Tu vas bien? Je vais très très bien et d'autant plus que j'ai très hâte d'échanger avec toi ce matin. Bah écoute, on commence bien notre semaine toutes les deux. Ouais, c'est clair. Merci à toi pour cette invitation, ça me fait très plaisir. Bah écoute, ça me fait super plaisir à moi aussi, c'est réciproque et même si voilà, on a déjà commencé à discuter toutes les deux avant et lors du premier échange qu'on avait eu, je suis sûre que ça va être hyper intéressant. Alors, est-ce que tout d'abord, tu peux te présenter s'il te plaît, me dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, en quoi ça consiste, dans quelle entreprise tu travailles? Très bien, je suis Anne-Christelle Vogler. Vogler, hein, c'est alsacien parce que c'est pas un nom qu'on entend beaucoup du côté de Paris ou de Lyon. Je travaille chez HomeServe France depuis 2019 et je suis directeur client opération. C'est un métier qu'on appelle aussi CCO, c'est-à-dire Chief Customer Officer. Moi, mon job, c'est la satisfaction, s'il fallait que je le résume. La satisfaction des clients de HomeServe. Je pourrais t'expliquer un peu plus ce que nous faisons pour qu'ils aient une expérience très positive et la meilleure possible avec nous. La satisfaction de mes collaborateurs. Et puis aussi la satisfaction de notre réseau d'artisans, parce que nous travaillons avec près de 4000 professionnels partout en France pour réaliser notre métier. Tu veux peut-être que j'en dise un peu plus sur ce Ouais, que nous faisons? justement, vas-y, dis-moi. Alors, HomeServe, en fait, c'est le leader du dépannage et de l'assistance à domicile sur tout ce qui va concerner dans ta maison, que ce soit maison ou appartement, la plomberie, l'électroménager, l'électricité, le chauffage, également les objets connectés. Donc, notre métier, lorsque tu as un contrat HomeServe et qu'il t'arrive un sinistre chez toi, c'est d'identifier le plus rapidement possible, on parle de minutes ou d'heures, un professionnel quelque part en France qui est le plus proche de chez toi et capable d'intervenir pour te réparer ta panne. Ça, c'est l'essentiel de nos 1,2 million de clients qui ont un contrat d'assistance chez nous. Et il y a aussi une activité qui se développe, que moi j'ai utilisée d'ailleurs mercredi dernier, parce que j'aime bien cette capacité de le faire à l'usage, c'est de commander une prestation à la demande. Donc tu n'as pas de contrat,
mais tu as Mmh. un besoin d'électricité, de plomberie. Moi, c'était un problème sur un chauffe-eau que j'ai chez moi qui avait une fuite et donc j'avais pas de contrat HomeServe pour, cette partie-là, chauffe-eau et donc j'ai fait une commande à la demande et c'est donc à l'usage et un plombier m'a appelé pour organiser le rendez-vous avec moi et venir chez moi réparer la fuite. Voilà. D'accord, donc ça veut dire que même si j'ai pas de contrat, je peux bénéficier d'une prestation one shot chez vous? Tout à fait et cette partie-là, elle se développe de plus en plus parce que, comme on le voit dans d'autres secteurs d'activité, le fait d'être lié à un contrat, c'est quelque chose où certains consommateurs n'ont pas envie de le Mmh. faire et d'ailleurs, il y a aussi certaines jeunes générations qui n'ont pas envie, d'avoir une panoplie de contrats, que ce soit pour, Bien sûr. la voiture, tout type d'assurance ou bien aussi, ce qui concerne ta maison. Mais par contre, qui ont envie, lorsqu'ils ont un problème, de pouvoir trouver rapidement, une solution et donc, tu vois, moi, j'étais très contente semaine, dernière parce que, quand c'est arrivé, je voulais avoir une solution dans la semaine et je l'ai eu, un jour après ma commande en ligne. Tout s'est fait sur internet pour cette partie-là et je trouve que c'est bien. Ça ouvre une alternative, pour des personnes qui n'ont pas envie d'avoir un contrat et qui préfèrent, commander quand quelque chose leur arrive. OK et donc du coup, vous intervenez sur, alors, des moments clés quand même de la vie des Oui. personnes, qu'elles soient clientes, ou non, parce que, bah, du coup, quand tu es embêté, c'est toujours là où tu as le plus besoin tout de suite, rapidement, maintenant. Tout de suite, rapidement maintenant, est-ce que ça va être réparé? Est-ce que ça va refonctionner? Au moment où on se parle, il a fait assez froid, en Mmh. France, donc ça soulève aussi, des périodes de l'année où des fois il faut, intervenir d'autant plus vite qu'on ne peut pas laisser quelqu'un, sans eau Bien sûr. chaude, par exemple, sans électricité. Mmh. Et puis moi ce que je trouve intéressant, on rentre dans l'intimité de la personne. La maison surtout avec, ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est vraiment cet endroit refuge donc nos artisans partout en France, ils entrent dans la maison du client et ça veut dire aussi beaucoup de choses dans je dirais la délicatesse avec laquelle aussi on est amené à intervenir chez nos clients. C'est vrai que ça doit pas être facile de se pointer comme ça chez les gens et puis de dire: «Coucou, c'est moi». Enfin, après, ils ont appelé, ils vous ont sollicité, mais c'est vrai que tu fais rentrer quelqu'un dans ton Ouais, intimité et du coup, il doit quand même y avoir un code à respecter pour ce système à double entrée, au final, que vous avez mis en place puisque, bah, les artisans, ils sont pas salariés chez HomeServe, c'est ça, de ce que j'ai compris? tout à fait. Et ils sont pas salariés. Nous, notre rôle, c'est d'en avoir partout en France pour avoir un maillage efficace et que sur tous les corps de métier, nous puissions, avoir un artisan disponible. Mais ils ne sont pas salariés. Ça veut dire que nous, on a déjà un premier rôle, c'est de leur donner envie de travailler avec HomeServe et d'être dans le réseau HomeServe, de les animer, de les former, de les accompagner, d'être présent pour eux. Et puis à ce moment, en fait, critique de notre relation qui est l'intervention au domicile de quelqu'un, où, c'est là un petit peu où on va voir si nous, on a bien accompagné nos prestataires pour qu'ils délivrent ce moment, critique tel que nous, on souhaite qu'il soit délivré. Ce qui veut dire qu'on suit beaucoup d'éléments, qualitatifs avec ce réseau de prestataires pour s'assurer que l'exigence que nous nous mettons en termes de satisfaction de notre client quand il est dépanné, se soit réalisé, de la plus belle manière possible, par notre réseau de prestataires. Moi, je trouve ça très intéressant parce que, Hem, c'est quelque chose forcément qu'on va moins maîtriser et donc Mmh. comment tu fais quand une partie de l'expérience que tu délivres, tu peux pas la maîtriser totalement? Et ça me fait penser à 2 exemples, hem, que j'avais, amené à prendre en considération et sur lesquels j'avais travaillé aussi lorsque j'avais fait du conseil, dans une autre vie. À l'époque, je travaillais pas encore chez HomeServe, mais j'avais trouvé ça très, très intéressant. C'est l'exemple, par exemple, de Viparis. C'est quoi Viparis, Viparis? c'est le leader, de tous les lieux, de congrès à Paris. Viparis, c'est l'organisme qui a Porte de Versailles, Mmh. Porte Maillot, Mais oui, j'en oublie. Espace Cha non, c'est Espace Chaillot, les trucs comme ça? Ouais, ouais, ouais et donc c'est D'accord. c'est une filiale, d'Unibail, et de la CCI de Paris et en OK. fait, leur métier, c'est de faire vivre durant les événements qui sont professionnels ou des fois grand public, hein. Typiquement, c'est, le salon de l'agriculture, mais il y a aussi beaucoup d'événements professionnels. C'est dans un même lieu de faire vivre quelque chose, le plus fantastique possible, le plus homogène possible, mais sachant que
quand tu t'appelles Viparis, tu as sur ton site mais des dizaines et des centaines de prestataires. Mmh. Des externes, des personnes qui viennent pour accueillir les personnes, des personnes qui s'occupent de l'entretien, des personnes qui s'occupent des stands, des personnes qui montent les stands. Et donc, eux, c'est démultiplié par rapport à ce que nous vivons chez HomeServe. Comment tu fais pour maîtriser ces paramètres-là quand il y a toute une partie qui est intermédiaire? Un autre exemple intéressant, et d'ailleurs, une université du service avait été créée par eux parce que c'était une vraie préoccupation, c'est Paris Aéroport. Mmh. Paris Aéroport, alors c'est compliqué de se dire ça alors qu'on voyage un peu moins depuis le mois de mars 2020, mais Paris Aéroport a un souci qui est de se dire il faut que le voyage dans les aéroports parisiens soit aussi bien que dans un aéroport international qui soit en Asie, où il y a des boutiques, où il y a vraiment une arrivée à l'aéroport qui peut être très très belle et très soignée. Et donc leurs concurrents, ce sont les autres aéroports. Et à Paris Aéroport, tu n'as pas que des salariés de Paris Aéroport, tu as les Bien sûr. boutiques, tu as des personnes qui, là aussi, nettoient, entretiennent, guident, orientent ou font la sécurité. Mmh Et, mh. et l'académie, ou l'université, pardon, du service de Paris Aéroport, elle visait notamment à ça, c'est de se dire comment on travaille avec d'autres personnes que nos collaborateurs, cette expérience de service, parce qu'il y a tellement de paramètres qui nous échappent. Et un exemple, je ne sais pas si c'est encore fait à l'heure actuelle, mais c'était de travailler avec les autorités, y compris police, pour travailler l'accueil. Tu sais, un des premiers éléments quand tu vas arriver en tant qu'étranger, ça va être lorsqu'on va te dire bonjour, vos papiers. Ah bon, voilà. On peut aussi dire bonjour, bienvenue en France, est-ce que je pourrais avoir vos papiers? Ce qui n'est pas tout à fait la même façon. Et donc, ils avaient été jusqu'à travailler l'accueil par les autorités du public étranger, parce que le premier contact peut parfois être Mmh. un peu abrupt. C'est clair. Mais oui, 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 c'est hyper juste. Il y a pas longtemps, j'ai eu une discussion avec alors avec une start-up. Est-ce qu'on peut dire que c'est une start-up ou est-ce que c'est une scale-up, maintenant? Mais, tu sais, le lavoir moderne, donc du coup, qui vient, collecter du linge chez toi. Enfin, Oui. c'est la laverie à domicile, donc elle vient collecter le linge, elle lave tout et puis elle te le ramène. Et où du coup, bah, leur réseau de chauffeurs, ce sont des étudiants, qui sont par contre, eux, salariés, mais du coup, qui sont hyper formés à tout un protocole de pick-up et de relivraison, parce que bah, pareil, ils vont quand même récupérer le linge des gens. Donc, bon, bah, je sais pas si j'ai envie de confier mes petites culottes à n'importe qui, tu vois. C'est assez confidentiel. Et puis, du coup, ils leur font faire tout un process de formation. Ils vérifient qu'ils ont bien leur BSR. Ils ont un espace où, du coup, ils les font conduire, etc., machin, pour regarder si ce sont des bons conducteurs, patati patata. Et après, ils les forment. Enfin, c'est vrai que quand tu as un système à double entrée, Mm. bah, tu as double travail, quoi. Oui. Donc, Et c'est passionnant parce que ça veut dire, le double travail veut dire aussi de travailler l'expérience de ces personnes-là qui sont dans cet écosystème et qui travaillent avec toi. Ça, c'est un de nos objectifs chez HomeServe, c'est de se dire, et il y a bien sûr l'expérience de nos clients, et notamment lorsque quelqu'un intervient chez eux. Il y a aussi l'expérience de nos collaborateurs, avec mm, beaucoup d'actions autour de tout ce qui touche au Great Place to Work. Et puis, la nouveauté, lorsque je suis arrivée, parce que c'était pas travailler en ce sens-là, c'était quelque chose qui allait de soi, le réseau de prestataires. Depuis un peu plus d'un an, nous sommes entrés dans une logique d'expérience du prestataire. Il a un mm. parcours avec nous, et d'ailleurs, il pourrait très bien se dire qu'il n'a pas envie de travailler avec nous, alors que nous, on a envie que les meilleurs d'entre eux veulent entrer dans notre réseau. Il a un parcours, il a des moments critiques qui ne sont pas les mêmes que celui du client, hein. Je deviens prestataire chez HomeServe, je passe un certain niveau parmi les prestataires, je deviens un prestataire plus chez HomeServe parce qu'on a un système avec des rôles de premium pour certains d'entre eux. Mhm. Comment sur son parcours, on met en place plein de petites attentions pour qu'il lui aussi se sente considéré. Toujours la même idée, hein. S'il se sent considéré, s'il est satisfait, même heureux de travailler avec nous, il y a déjà beaucoup d'éléments et de paramètres pour que le client ait une expérience qui se passe de belle manière et qui soit positive. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant et ça me fait juste penser à un truc. Alors, ça veut dire, est-ce que le client peut choisir un prestataire qui soit un prestataire premium? Non, parce que ça, c'est quelque chose, ça peut présenter des limites, mais c'est une question qui revient régulièrement. On s'auto-challenge nous-mêmes en se disant, mais est-ce qu'il faudrait changer ce système-là?
En revanche, nous, pour un même sujet dans une même zone géographique, on identifie plusieurs prestataires et que l'un d'eux est premium, nous, on peut aussi, par exemple, pour un client très, très fidèle, Mmh. où il y a une forte satisfaction, privilégier le premium. Ça, c'est une possibilité. D'accord. Et puis ça me fait penser au process, il y a énormément ça. Enfin, moi, je sais que quand j'étais à Paris, je trouvais ça, différente, en province, chez le coiffeur, en fait. Oui, Où du coup, tu choisis ton coiffeur en fonction du niveau de oui, qualification qu'il a et du coup, tu payes pas bien évidemment plus cher quand c'est, un senior, quelqu'un de beaucoup plus expérimenté, qu'un débutant. exact. OK, OK. Bon, et alors, dis-moi Anne-Christelle, c'est quoi, toi, tes 3 projets qui t'ont, le plus marqué au cours de ta carrière? Donc il y a pas forcément que HomeServe, mais, tu vas nous dire tout ça. Oui, oui, il y a pas que il y a pas que HomeServe. Avant HomeServe qui est dans l'assistance, moi j'ai pas mal travaillé dans les services financiers, notamment, 10 années au sein d'Apicil, qui est un groupe de protection sociale. Puis j'ai aussi fait du conseil, donc j'ai eu l'occasion avec un autre angle de vue d'accompagner des clients sur, leurs problématiques, d'expérience client, de digitalisation. Donc effectivement, j'ai envie de te partager des éléments qui sont, des temps forts pour moi, chez HomeServe, mais pas que. Alors peut-être, démarrer par un sujet qui est un peu l'actualité du moment chez HomeServe et de me raccrocher au temps présent. Vas-y. On a un projet qui s'appelle Lego, chez HomeServe, qui est la mise en place de Salesforce, sur nos différents processus, métiers. Donc, Mmh. c'est de revoir tout le CRM client, d'avoir un CRM unique, ce qui n'était pas le cas, avant. Je te donne un exemple, D'accord. la base clientèle n'était pas la même que la base, prospect, précédemment, parce que c'était des outils OK. internes, parce que c'était des outils qui avaient vécu. Et donc là, il y a une refonte complète et dans une vision beaucoup plus client et client 360° en mettant, cette solution déjà sur notre CRM, sur nos outils de campagne marketing et surtout ce qui va permettre d'organiser, une intervention d'un prestataire chez nos clients. Donc c'est vraiment, si j'enlève quelques outils, qui sont pas liés aux opérations comme les outils financiers ou RH, c'est vraiment le cœur de nos opérations là qui est en train de changer de solution et de système informatique. Ce projet, il s'appelle Lego parce qu'il est fait en mode agile et il est vraiment fait en mode agile et j'en ai, une grande fierté, ainsi qu'avec les personnes qui travaillent dessus, parce que, hem, c'est un projet qui avance bien, qui avance vite, avec des talents chez nous qui se sont révélés, qui sont en train de se révéler un peu plus chaque jour sur ce projet, et personnes auxquelles on a confié des responsabilités assez fortes. C'est vraiment un projet, quand je dis mode agile, c'est pas simplement, ce qui va faire écho à des personnes qui ont fait des modes agiles avec des sprints, avec des backlogs, avec une manière de travailler qui est très, très orientée, design et solution client. C'est aussi une organisation de projet, assez flat. Très très pas une organisation projet avec différentes strates, mais une gouvernance très, très horizontale Mmh. qui a donné à certains collaborateurs, chez nous, bah, une envie, de se dépasser, de prendre des responsabilités à fond et de driver le projet. On a Nadia qui est la product owner, de cette solution-là, qui travaille avec toute une équipe. Nadia d'ailleurs, elle était dans les équipes relations clients avant de prendre en charge ce projet de transfo technologique. D'autres personnes aussi qui jouent des rôles clés, sont soit des personnes qui viennent du terrain, vraiment des opérations, ou des équipes informatiques et en fait, ils sont complètement mixés. Il y a pas de frontières, équipe techno, équipe métier, c'est une équipe, qui avance. Moi, j'en suis, le sponsor métier de ce projet-là Mmh. avec, le patron de la DSI, chez nous, qui s'appelle Frédéric May, qui lui est le sponsor, on va dire, technologique et en fait, ce qu'on trouve intéressant, c'est qu'on on voit cette équipe s'épanouir, se développer, finalement avoir de moins en moins besoin de nous parce qu'ils ont tellement franchi, un cap pour avoir une vision de la solution qu'ils construisent, pour trouver eux-mêmes, des solutions. Un projet, ça a toujours des rebondissements, hein.
que ce soit des délais qui ne sont pas ceux qu'on imaginait, que ce soit des budgets qui à un moment donné peuvent manquer, que ce soit des ressources qui tout d'un coup sont plus disponibles. Le Covid qui passe par là, qui amène à tout faire à distance et qui a Oui, été parce que vous avez décidé ça avant le covid. C'est un projet sur combien de mois? c'est un projet sur à peu près 18 mois et le Covid est passé en plein dedans d'une équipe qui fonctionnait et c'est là aussi, moi j'ai vu, des choses assez incroyables se passer, qui fonctionnait en énorme proximité, physique, en présentiel dans nos bureaux sur notre site de Lyon où un énorme espace, collaboratif, ouvert, avait été, mis en place pour, cette équipe-là et où beaucoup de monde des autres équipes aussi venaient voir l'équipe Lego pour remonter des questions, des interrogations, des suggestions. Tiens, j'ai pensé à ça sur mon activité, est-ce qu'on pourra en parler dans le prochain sprint, des choses comme ça. Et du jour au lendemain, cette espèce d'alchimie là, qui marchait super bien en présentiel, toute l'équipe a fonctionné à distance. Et c'est l'équipe qui nous a proposé sa manière de s'organiser à distance et qui a trouvé les ressources pour faire un passage très très rapide sur un format très différent. Pour tout te dire, ce qui est quand même, moi j'avais jamais vu ça précédemment, ce qui à mon sens est assez exceptionnel, la migration de tout notre portefeuille client sous ces nouveaux outils qui a eu lieu en août 2020. Donc on n'était plus confinés, mais quand même les retours sur site étaient encore assez peu fréquents. Elle s'est opérée en full distanciel parce qu'à un moment donné, l'équipe, plutôt que d'être dans quelque chose d'hybride, a considéré qu'elle fonctionnait finalement bien depuis plusieurs mois pour réaliser une opération aussi grande qu'une bascule complète d'outils informatiques à distance. Et je n'ai jamais vu aussi peu de bugs sur une opération de migration de portefeuille ou dans ce que j'avais vécu dans d'autres environnements. Il y a des régressions, tu as des listings d'anomalies dont tu ne sors qu'au bout de quelques mois parce qu'il tu as toujours une liste résiduelle de bugs à corriger. Un projet qui s'est super bien passé parce qu'il y a une équipe motivée qui a, à mon sens, le bon niveau de responsabilité et d'autonomie et qui du coup fait quelque chose d'incroyable pour faire changer tout cet environnement technologique chez nous. Le client est au cœur du projet, hein. Ça, je pense que c'est très Ouais. très Comment vous important. l'avez intégré du coup? On l'a intégré avec la vision du parcours. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de gommer, c'est le fait de raisonner processus. Donc systématiquement, Nadia, qui vient du terrain, qui a été en contact avec des clients dans ses précédents métiers chez HomeServe, elle challenge, elle, vraiment la vision client. Euh, Qu'est-ce que ça va permettre de faire? Est-ce qu'on est bien en vision 360? Est-ce que le client, quand on travaille cette étape-là, par exemple, sur la vente d'un contrat, est-ce qu'on va avoir la visibilité globale sur ce qui lui arrive? Est-ce que tous les canaux vont être à un même endroit? Et finalement, Monsieur Dupont, on va raisonner au sens global de tout ce qui lui arrive dans sa vie avec HomeServe, et pas Monsieur Dupont quand on lui a vendu quelque chose, Monsieur Dupont quand il lui arrive un sinistre et Monsieur Dupont quand éventuellement, malheureusement, il souhaiterait résilier. Donc une vraie vision 360 du client, une product owner qui challenge à chaque étape de construction du projet l'approche pour ne pas entendre parler de processus. Ah oui, mais on fait ça en interne. Oui, mais là, on reconstruit tout et on reconstruit tout autour du client. Ça, c'est hyper important. Euh, Quelque chose qui est tout sauf simple, c'est chercher la simplicité. Heu C'est et vrai. ah ouais, c'est très, 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 très dur parce que là, on a cette occasion de revoir les éléments de manière beaucoup plus simple et quand tu démarres un atelier et tu vois, c'est faire la chasse à, «Bah, on a toujours fait comme ça, donc on va refaire ce qu'on a toujours fait». Non, on va essayer d'aller imaginer quelque chose qui prend moins d'étapes, qui est plus court et qui va amener de la satisfaction pour le client, mais d'ailleurs pas que pour le client, pour toi qui va utiliser la solution demain. Donc le client, c'était vraiment le point de focus de ce projet. Essayer de faire simple autant que possible. Et puis le focus sur l'utilisateur. Qu'un marketeur, il trouve des bénéfices nouveaux avec cette solution pour faire des campagnes plus facilement, pour se focaliser sur ce qui amène de la valeur en tant que marketeur et plutôt de réfléchir à ce qui génère de la valeur client qu'aller essayer de
construire des paramètres de campagne, ce qui n'est pas son job, pour qu'un conseiller relation client ait les éléments 360 du client, ce que nous n'avions pas avant, parce qu'il y avait Mmh. des silos dans les outils, pour avoir une conversation avec de la valeur aussi avec son client. Et, et quand on travaille le bénéfice supplémentaire pour l'utilisateur aussi, ça aide aussi à se focaliser sur le client. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qui, toi, va t'aider en tant que marketeur? Qu'est-ce qui, toi, va t'aider en tant que chargé de clientèle sur cette étape-là du parcours? Voilà. OK, donc gros projet en interne, la bonne équipe, le bon mode de fonctionnement, la bonne visibilité aussi au sein de l'entreprise, au final avec les sponsors, qui sont vraiment ultra présents. C'est ça le projet Lego. Ouais, c'est une superbe énergie. Mmh. Et bah, écoute, et donc ça sort dans 6 mois, en gros? En fait, il y a des releases qui sont régulières. La migration d'une partie du portefeuille a eu lieu l'année dernière. Il y a des modules sur la vente qui ont déjà été livrés. On a eu d'autres éléments du parcours, sur des étapes plus de relations clients, qui ont été livrés en début d'année, qui vont continuer jusqu'en mars-avril, et on va s'attaquer à toute la partie, le nerf de la guerre, organiser une intervention et attribuer cette intervention à nos prestataires. Ça va nous amener dans les 6 prochains mois, comme tu dis, effectivement. OK. Et bah, et ça nous amène un peu à, justement, le fait de mettre plus d'émotion dans la relation client et l'approche de la vente. Au final, cet outil-là, il va vous servir à nourrir cette ambition-là aussi, Oui. non? Ah oui, oui, il est au cœur de cette ambition. Cette ambition, plus globalement qu'on a chez HomeServe pour nos clients et pour nos prestataires, c'est un plan de transformation qui s'appelle CARE, comme tout take care, dans lequel, il y a, 5 priorités. Il y en a une qui est de remettre, de l'émotion dans notre relation. Et ça, c'est un sujet intéressant, remettre de l'émotion dans la relation, parce qu'on pourrait se dire, bah, c'est un terrain propice quand on a des clients au téléphone, surtout sur des moments où il y a besoin de réassurance, où il leur arrive quelque chose chez eux dans leur intimité. En fait, c'est pas si simple, parce que comme dans beaucoup de métiers, et notamment dans tout ce qui est assistance, services financiers, la conformité, ça joue un rôle important. Si je te parle de l'étape, de vente, donc l'entrée en relation avec quelqu'un qui est en train de passer de prospect à client chez nous, et notamment quand on fait de la vente, par téléphone, il y a beaucoup de critères, et c'est tout à fait normal, de conformité à respecter, pour être sur une vente où le client donne un vrai consentement, et on ne lui pousse Mmh. pas une solution de manière agressive, mais on vérifie qu'il y a le consentement du client qui va bien. Et là, ça a été un de mes challenges, très intéressant, parce que le sujet de mettre un peu plus d'émotion dans les étapes de vente, tout en restant conforme, pour moi, c'était l'occasion de revoir, les scripts de vente. Les scripts de vente, lorsque je les ai regardés en arrivant chez HomeServe, ils étaient très orientés autour de la conformité. Ce qui, encore une fois, hein, est important, il faut faire avec. Mais j'avais cette conviction, alors, intuition, conviction, qu'on pouvait, faire quelque chose qui est plus dans le dialogue, qui est plus dans la recherche d'une connivence avec, un prospect au téléphone. En Tu disant peux i me donner un exemple, s'il te plaît? C'est ah c'est ouais, quoi une je pense que conversation ou conformité? ah bah, c'est de démarrer avant par, la première phrase où on a très, très rapidement dit bonjour, en expliquant que, l'appel, il va être enregistré, que conformément à Mmh. tel et tel article, tu auras le droit de te rétracter, et puis au bout de 3 minutes de speech, conformité, tout d'un coup, on vient de demander, quels sont tes besoins chez toi pour ta maison. Et là, c'est de démarrer en s'intéressant à toi, en te disant bonjour, en essayant, voilà, de créer un peu de lien, en demandant comment ça va, en prenant des informations sur toi, là où tu habites, ce qui t'arrive, tes besoins. Et après, de parler des éléments qui relèvent de la Ouais. conformité une fois que tu t'intéresses à un produit. Mais c'est compliqué de but en blanc, si on arrive en te citant un texte de loi, d'essayer de créer un peu de connivence avec quelqu'un dans un appel téléphonique. Mmh. Lorsque j'ai, dit aux équipes HomeServe, je suis convaincue qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour un peu réinventer ce storytelling de l'acte de vente, tout le monde m'a dit: «Ah, c'est pas possible».
Ah, c'est pas possible parce que c'est la conformité. Dans la conformité, Ne touche pas à c'est ça, c'est comme Anne-Christelle. ça. C'est comme ça. C'est comme ça en France et c'est comme ça dans les autres pays du groupe Homeserve. On va pas y arriver. On a déjà essayé, on a essayé il y a 2 ans, on a essayé il y a 3 ans, on va pas y arriver. Et en fait, donc on y est arrivé, hein, j'enlève le teasing immédiatement. Mais je crois que ça m'a tellement motivée avec, des gens de mon équipe, d'entendre: «C'est pas possible». Bah si, c'est possible. Donc ce qu'on a fait, en fait, on a fait travailler nos équipes marketing, juridiques, relations clients évidemment, en enlevant un petit peu leurs casquettes respectives, en disant: «Bon, on a un client, comment on peut l'embarquer dans un échange avec, nous, où c'est quand même un acte fort que de souscrire à un contrat ou d'acheter une de nos solutions de dépannage. Il faut aussi qu'ils retiennent que ce premier échange se soit bien passé et à une tonalité sympathique, essayer de transmettre aussi, voilà, notre bonne humeur et un sourire, même si c'est par téléphone. Mmh. Et donc de réécrire en vision client, comment on s'adresse à un client, comment on essaye de créer un petit contact au démarrage, comment on lui laisse le temps aussi dans la conversation. Précédemment, la vente se faisait de manière très, très rapide et avec un discours du conseiller, qui n'était pas fluide du tout, mais qui était très, cadencé, rythmé parce qu'il fallait placer énormément d'éléments, de nature, juridique. Et en fait, on s'est rendu compte en réécrivant que déjà l'ordre n'était pas le bon, qu'on allait redémarrer par des éléments beaucoup plus relationnels, pour comprendre et écouter le client et que finalement en faisant ça, on arrivait à un moment donné assez naturellement vers les éléments de nature, juridique et conformité. Il y avait un certain nombre de redondances dans la manière d'avoir l'ancienne approche, de vente et donc on allait vraiment au plus simple, ce dont on a besoin mais pas plus, l'essentiel et pas ce qui n'est pas nécessaire à ce stade-là de l'échange avec un client. Donc ça a pris quand même, 3 mois. Alors on peut se dire, bah, 3 mois pour, une approche de vente, c'est long. En fait, le sujet, c'était plus d'aligner des visions métiers autour du client. Qu'un juriste, qu'un marketeur, qu'un manager de relations clients, qu'un conseiller de relations clients arrive à s'aligner sur une même manière d'avoir cet échange-là, avec plus d'empathie, plus de recherche de connivence, de proximité, d'émotion avec le client. Et c'était plus d'ailleurs de l'accompagnement au changement qu'un exercice technique de revoir une approche de vente. À partir du moment où ces métiers-là ont été convaincus qu'on pouvait avoir une autre approche et que finalement le juriste voyait que les éléments de conformité étaient respectés, le conseiller relations clients voyait qu'il prendrait certainement plus de plaisir à mener cette conversation-là et que les éléments de conformité allaient être au juste niveau et un marketeur voyait que la promotion des différents éléments, à mettre en avant sur les avantages des produits, sur la manière dont ça se passe avec HomeServe, allait être valorisé. Tout le monde s'est rendu compte que ça ne s'opposait pas. On peut faire quelque chose de très client, qui est dans la conformité et c'est pas c'est pas un choix entre le client ou la conformité et le résultat de ce travail-là que cette équipe a mené et le fait que ce soit une équipe transverse qui se saisisse ensemble du sujet et pas plus quelqu'un du juridique ou plus quelqu'un de la relation client ou du marketing, mais qui est cette équipe de travail transverse, je pense que ça a été une clé parce qu'à partir du moment où ils étaient alignés, ils étaient convaincus à 300%. Et les résultats, c'est quoi? C'est à peu près 3 minutes en moins sur les appels de vente, ce qui est énorme Bah, c'est clair. c'est énorme. La transformation commerciale, parce qu'évidemment, on fait un peu de business, hein, donc on va regarder si on transforme les propositions en contrat. Elle a augmenté de plusieurs points. La satisfaction de nos clients, qu'on a beaucoup regardé, parce qu'un de nos enjeux, c'était de se dire, si on gagne du temps et qu'on transforme mieux commercialement, il va falloir vérifier que le client est satisfait, qu'il n'y a pas plus d'annulation de contrat et de Mmh. rétractation après la vente. Ces taux-là se sont améliorés. Et notre conseiller relations clients, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: «Avant, j'étais enfermé dans une approche où moi, je ne pouvais pas m'exprimer puisque on me demandait de parler de ce point-là, il est conformité, parler de ce point-là, il est également très conformité, parler de ci, parler de ça, parler de ça» et aujourd'hui, c'est plus une navigation du conseiller qui vient s'assurer qu'il a respecté certains points clés, mais autour des points clés, c'est lui qui met son style.
sa voix, sa tonalité, s'il sent qu'il peut aller plus loin avec un client en faisant de l'humour, heu, Mmh. en discutant un petit peu d'un sujet qui n'est pas directement relié à l'acte de vente en tant que tel, mais qui va peut-être permettre de créer une bonne condition dans la discussion et en fait, qu'est-ce qui se passe? Le conseiller reprend le lead de sa conversation et donc voilà, c'est un sujet, je trouve intéressant parce que, on en a beaucoup tous, chacun de nous dans notre quotidien, «Mais c'est comme ça a toujours été comme ça, on peut pas changer, c'est pas possible» et souvent, c'est ces sujets-là auxquels il faut se dire: «Ah attends, tu m'as dit que c'était pas possible? Très bien, ben, on va s'attaquer à ce sujet». Voilà, donc ça c'est un sujet, je trouve, intéressant d'avoir craqué le modèle de cette approche de vente et de l'avoir repositionné, autour du client. Mais parce que ces échanges-là, ils sont hyper intéressants et importants pour l'entreprise et pour les clients, mais aussi tous les outils que tu mets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu appelles, un service d'assistance, on va t'envoyer un SMS pour te dire, OK, je demande l'accès, par exemple, à la caméra de ton téléphone pour me montrer ta machine à laver qui est en panne, voir si elle est bien raccordée, etc. Et tous ces outils-là permettent de gagner énormément de temps, de faire un diagnostic plus rapide avec le client et pour le client, c'est quand même tellement mieux. Moi, l'autre jour, j'ai eu quoi? J'ai eu Orange. Non, c'est Ouais, Orange. Oui, non, non, c'est SFR, pardon. Désolée pour Orange. SFR, du coup, qui m'appelle et du coup, pour souscrire à un nouveau truc. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont enregistré. Enfin, à un moment, ils m'ont dit, OK, madame, donc du coup, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir formuler telle phrase. Et donc, c'est 2 points, ouvrez les guillemets. Je sous-signais Marindec, accepte de souscrire à cette offre-là. J'ai pas eu à signer de contrat ou quoi que ce soit. Il y a eu un recording à un moment clé et du coup, j'ai pu réécouter cet enregistrement-là pour bien le valider et dire oui, c'est bon, je suis OK. mmh, Donc ouais, il y a plein de choses, il y a plein de choses qui sont faites et c'est aussi hyper important dans ton parcours client. exactement et encore une fois, il faut essayer d'éviter d'opposer les choses. Tu vois cet a priori que tout le monde n'a pas, mais qu'on entend parfois de: «Attention, il y a la conformité, il y a les engagements juridiques», de l'autre côté, il y a le client. Moi, je suis convaincue qu'on peut faire, c'est ce qu'on disait en interne chez HomeServe, cette nouvelle approche de vente, c'est de la conformité native. C'est-à-dire que tu es sur une conversation client, nativement, elle est conforme. On ne va pas faire quelque chose qui ne respecterait pas la législation. C'est dans les oppositions comme ça, sur un autre registre, on a souvent celle entre, l'homme et la machine. Oui, mais l'intelligence artificielle, c'est à l'opposé de ce que vont faire les équipes. Non, en fait, c'est une complémentarité et une répartition des canaux que tu vas un peu plus, automatiser ou alors complètement automatiser et à côté, tes équipes et sur quel sujet à valeur ajoutée tu as besoin de mettre tes équipes versus d'autres sujets qui sont peut-être plus simples, à plus fort volume et où finalement c'est pas là où tes équipes, elles vont démontrer toutes leurs expertises, où tu peux envisager peut-être, de mettre de l'IA et d'automatiser des choses. Et moi aussi et là aussi typiquement, moi je suis convaincue que c'est pas, souvent on oppose, l'IE, l'intelligence économique, à l'IA, l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les 2 ensemble, mais avec un mix bien travaillé. Mmh. Très clair, très clair. Et parle-nous du coup, parce que tu m'as fait quand même un teasing lors de notre premier entretien avec cette histoire. Alors je citerai pas, enfin, je dis PB. Est-ce que ça te dit quelque chose? Mais parle-nous esprit client, parce que moi j'ai envie de savoir PB. Je vais en parler. Alors, faut que je redonne un petit peu le contexte, Oui. si pour voir dans quel cadre, ça s'inscrit. Ouais, je vais te parler esprit client. Donc, moi, j'ai passé, une dizaine d'années dans un groupe de protection sociale qui est à Lyon, qui s'appelle Apicil, qui fait de l'assurance santé, prévoyance, épargne et retraite. À partir de 2014, je me suis occupée de la direction relations clients d'Apicil à une époque où, dans le nouveau plan stratégique de l'entreprise, le fait de mettre le client au cœur et sans doute le remettre davantage au cœur que ce qu'il était une priorité.
beaucoup de travaux étaient à mener. Alors il y avait aussi de la transformation technologique, hein, digitalisation, dématérialisation et projets de refonte de beaucoup d'outils assez structurants. Mais il y a aussi tout un volet qui était sur la culture client au niveau interne que nous avons travaillé à cette époque-là, et en particulier dans mon équipe, il y a quelqu'un qui s'appelle Laurent Vignon, qui était à ce moment-là le monsieur expérience client et signature relationnelle d'Apicil. Donc on a retravaillé très très en vision interne et pas que client. Quelle est l'expérience qu'on veut faire vivre? Quels sont les engagements? Quelles sont les valeurs sur lesquelles on veut se positionner et faire vivre quelque chose à notre client? Quelles sont les preuves qu'on veut avoir? Il y a tout un travail à ce niveau-là. Et très vite, ça nous a amené à travailler en dehors des équipes relations clients. C'est un peu ce réflexe-là pour des personnes qui travaillent dans la relation client, qui, je pense, disparaît un peu, mais qui existe parfois encore, de dire ah oui, le client, c'est donc ton sujet, Anne-Christelle. Non, c'est le sujet de toute l'entreprise, le client. Et donc, Esprit Client, ça a été le nom de ce dispositif très orienté sur la culture interne. Il y a eu des choses à différents niveaux qui sont allées crescendo, qui déjà étaient de faire connaître les métiers de la relation client. Ça peut paraître étonnant, mais qui finalement peuvent assez vite être perdus de vue. Apicil, c'est une entreprise un peu plus de 2000 collaborateurs. Si tu ne crées pas des ponts pour rappeler régulièrement ce que vit un client, comment ça se passe, comment un collaborateur en contact client travaille, tu peux vite perdre de vue ce qui se passe. Et ça ne veut pas dire qu'une fonction support financière, comptable, RH, peu importe, ne s'intéresse pas, mais que euh, chacun étant déjà largement focalisé sur ses activités, si tu n'animes pas un petit peu ces dispositifs-là, tu peux très vite te rendre compte que un nombre important de personnes peuvent n'avoir aucune idée en fait de ce qui se passe avec un vrai client. Donc ça avait démarré avec des portes ouvertes, Ok. régulièrement, chaque mois, la possibilité de pouvoir aller faire de la double écoute avec Hmm. un conseiller du centre de contact client. Et puis finalement, le nombre de places a dû être augmenté parce que ça a connu un succès assez incroyable. Tu vois, par exemple, je me souviens de quelqu'un de l'informatique qui avait perçu à quel point les développements qu'il faisait, les écrans des fois, qu'il travaillait ou qu'il retravaillait, pouvaient avoir un impact pour le conseiller client en termes de simplicité, de nombre de clics, de navigation d'une Hmm. page d'un écran à l'autre, et du coup de ce que ça peut générer après dans la communication avec le client. Ou des juristes qui disaient ah oui, je comprends mieux les échanges qu'on a parfois ensemble parce qu'effectivement, notre point de vue juridique quand on vous répond à cette question-là sur une réclamation par exemple, c'est encore autre chose que de le vivre et de l'expliquer à un client qui lui se réfère pas à un cadre juridique, mais attend une réponse et une solution à un problème qu'il rencontre. Donc on avait étendu ces matinées clients où il y avait des places pour faire de la double écoute. Autre temps fort que moi j'avais trouvé excellent, c'était de faire venir l'équipe du comité de direction au cœur du centre de relations clients, de venir en faire la visite, de venir en faire de la double écoute, et pas que. Au mois de janvier, qui est le mois très très fort dans l'assurance, au mois de janvier, des membres du comité de direction sont venus épauler les équipes en prise d'appel client. Oh, top. Ça, c'était top. C'était top. D'ailleurs, ça se prépare aussi, hein, parce que Bien sûr. pour le faire avec de la valeur et que ce soit pas juste de l'affichage, il faut que ces personnes-là puissent répondre. Donc, on avait préparé sur certains appels comment ils pouvaient répondre et aller au bout d'une demande client. Hmm. Et un début janvier, il y a eu une partie de l'équipe du comité de direction qui était assise côte à côte avec des conseillers relations clients pour prendre des appels avec deux vertus. Une première, c'est déjà de donner un signal fort qui est de se dire on sait qu'à cette période-là, c'est très chargé pour vous et on vient Pourquoi, à vos et côtés. pourquoi c'est chargé à ce C'est moment-là? des renouvellements de contrats qui se font au 1er janvier. Donc D'accord. c'est une période où si tu es sous un contrat entreprise, ton employeur va peut-être changer de ton contrat et le mettre chez un autre assureur. C'est ce qui implique beaucoup de documents nouveaux, les cartes de tiers payants qui vont être envoyées. Et ça peut générer à la fois des questions des clients parce qu'ils se disent bah, expliquez-moi, Apicil, maintenant que je suis client chez vous, comment ça marche, comment ça se passe, mes remboursements santé, qu'est-ce que je vous envoie, comment on fait un devis.
Donc il y a beaucoup de questions qui arrivent à ce moment-là de l'année. Il peut y avoir des mises en place de contrats qui nécessitent de la part des DRH d'avoir beaucoup d'échanges avec les équipes relations clients, surtout dans des grandes entreprises pour vérifier que les contrats, et notamment de santé, se mettent bien en place. Donc c'est le temps fort où il était important déjà d'un point de vue, je dirais, un peu symbolique de montrer, on est à côté de vous. Et puis la deuxième vertu, c'est que ça a vraiment fait toucher du doigt, heu, que c'est un métier très noble, la relation client, que c'est un métier très transverse, qu'il faut comprendre, hem, un nombre important de processus d'une entreprise pour pouvoir le faire. Et preuve en est, il avait fallu qu'on choisisse bien sur quel type de questions, suffisamment restreintes, les membres du comité de direction pouvaient être formés pour prendre des appels. Parce que sur certains appels, et files d'attente clients qui sont sur des sujets soit très complexes ou soit qui sont très touche à tout, c'était trop compliqué, de pouvoir les faire, intervenir et prendre des appels. Donc ça leur a fait toucher du doigt qu'on n'arrive pas comme ça sur un plateau de relations clients, pour traiter les 10, 15, 20 typologies, d'appels qui peuvent, exister ou d'emails qui peuvent exister. Ça, c'était intéressant, ce temps fort. Ces initiatives-là, elles ont perduré. Je te parlais des matinées clients. On est sorti du centre de relations clients. Ah, ça, j'ai trouvé ça fabuleux. C'est-à-dire de pouvoir proposer à des collaborateurs d'aller faire une tournée avec un commercial sur le terrain, aller rencontrer soit un client avec un commercial, soit un prospect avec un commercial et voir comment ça se passe. Et ensuite, ça c'était l'année d'après, ce sont d'autres services qui ont dit: «Nous aussi, on a envie de faire une porte ouverte dans nos services», que ce soit des services, juridiques, marketing. Ça, c'est très, très important parce que la compréhension par chacun de: «Moi, je suis à cet endroit-là dans une organisation, je joue ce rôle-là pour bien fonctionner. Il y a des gens avant qui me passent le bâton de relais si eux ont bien réalisé cette tâche-là, moi je reçois une passation de relais qui est efficace et donc je peux faire la suite. Peut-être qu'ensuite moi-même je passe le relais à quelqu'un d'autre dans l'entreprise et tout ça, ça montre combien les collaborateurs en contact client dans une équipe relation client, ils ont un rôle clé parce qu'ils ont un rôle un peu vitrine mais finalement ils sont le révélateur de tout ce qui s'est passé avant en interne. Et donc voilà, ça c'est un ensemble de dispositifs autour de l'esprit client, des conférences aussi qui ont rythmé cette période-là pour, sensibiliser les collaborateurs, les managers, avec des retours d'expérience d'autres, entreprises. Nous avions fait venir, quelqu'un d'Accor, quelqu'un de Feu Vert, de différents secteurs d'activité qui avaient témoigné sur, ça veut dire quoi délivrer le service à un client. Également un dispositif de formation, en lien entre la grande école, EM Lyon et Apicil, qui était de former tous les managers, du groupe, donc on parle d'un peu plus de 300 managers, à ce que veut dire manager une activité de service. La logique de client interne. Client final, tout le monde n'a pas un client final, mais client interne, la plupart des services ont un client interne. Donc ça, j'avais trouvé ça assez puissant aussi de se dire, on va équiper les managers à ce que ça veut dire manager une relation de service avec ses collaborateurs, être soucieux du niveau de service, qu'on délivre à l'équipe qui après prend le relais, en interne. Et puis il faut que je te parle de l'Institut Paul Bocuse, nécessairement. Bébé. Voilà. Oui, vas-y. En 2016, Philippe Barret, qui est le directeur général, d'Apicil, il était à l'époque, il l'est encore, aujourd'hui, me dit, «Anne-Christelle, il y a une possibilité d'aller à l'Institut Paul Bocuse». Alors l'Institut Paul Bocuse, c'est une école d'application dans l'hôtellerie et la restauration, plutôt, hein, de haut niveau, hein. C'est pour former des personnes à intégrer les métiers de la restauration et de l'hôtellerie, plutôt haut de gamme. C'est des étudiants qu'on retrouve ensuite dans des restaurants étoilés ou dans des hôtels, de grande catégorie et qui se trouvent juste à côté de Lyon. Voilà, donc il me parle d'un dispositif, un cursus, je ne comprenais d'ailleurs pas trop les contours précis, autour de l'excellence de service. Donc là, ma première image, je me suis dit: «Bah, bon, je vais être formée, à l'hôtellerie, la restauration, qu'est-ce qui va se passer en fait?» Et en fait, j'ai eu la possibilité pendant 3 jours en 2016 de rejoindre une petite promo,
de personnes qui avaient des fonctions assez similaires aux miennes sur de la relation client, certains un peu plus sur du marketing, d'autres aussi sur des dimensions RH, de la MMA, de Air France, de Paris Aéroport. Il y avait d'autres marques qui étaient dans la banque. Enfin, voilà, une dizaine d'entreprises qui étaient représentées et qui, pendant 3 jours, allaient vivre dans l'univers du service à l'Institut Paul Bocuse, vraiment immergées dedans du matin au soir, à comprendre comment ça se passe, à aller à la rencontre de chacun des métiers. Il y a pas que la personne qui vous sert en salle, il y a pas que le cuisinier, il y a beaucoup de métiers, la recherche de qualité dans les aliments, les boissons, je me souviens, il y avait la salle, je crois, pour, le thé et ce que veut dire le thé, la salle, avec le café et tout ce qu'il y a autour du café, comment on fait des associations, c'était assez incroyable. Et le dernier jour, nous avons été immergés avec ce groupe-là dans l'expérience du service où nous avons, nous, servi, en salle, des clients, de l'Institut Paul Bocuse qui ne savaient évidemment pas que nous n'étions pas des étudiants de l'école d'application et c'était exceptionnel. C'était une expérience où d'arriver sur un niveau d'exigence comme celui d'une école d'application qui ensuite, envoie ses troupes dans les étoilés de France ou de l'étranger, Mmh. le niveau de détail auquel il faut penser, la personnalisation, toute cette chaîne qui va depuis, la commande qui arrive en cuisine jusqu'à ce qui arrive à un moment donné sur la table de telle et telle personne, se souvenir de ses préférences, les emplacements, tous les petits détails, c'était d'une puissance incroyable et je suis revenue, chez Apicil en disant, c'est quand même, c'est quand même d'une puissance de pouvoir toucher du doigt tout ce que ça implique. C'est le fait de maîtriser parfaitement chaque petite composante de la relation client et tout ça à la fin, ça fait un effet proum pour un client qui dit j'ai passé une soirée exceptionnelle, un dîner, un Mmh. déjeuner formidable. Et ça m'a interpellée parce que dans l'assurance et dans un certain nombre de services financiers, il y a une des grosses frustrations, c'est que on ne touche pas le produit sur lequel on travaille. C'est-à-dire, c'est un contrat d'assurance, c'est une évaluation mathématique d'un risque de survenance, par exemple, d'aller chez son dentiste, de se faire opérer en fonction de ce qu'on appelle dans le langage des assureurs des tables de mortalité, des tables de survenance. Et du coup, c'est un prix sur un produit d'assurance en fonction de ce qu'on estime la possibilité de survenance d'un risque que quelqu'un achète, que personne ne touche du doigt, ça n'a pas d'aspect concret et tangible. Et Mmh. en plus, on achète quelque chose, on espère surtout qu'on ne va pas s'en servir parce qu'on n'a surtout pas envie de se servir de son contrat pour aller à l'hôpital ou pour être soigné. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose de dingue là derrière cette expérience, c'est que ça remet du concret à ce que chez Apicil, on essayait de travailler vraiment au niveau de rendre cette expérience client concrète, mais où des fois, il y a les limites de ce métier assurantiel qui ne se palpe pas. Mmh. Je débriefe alors Philippe Barret, il me dit très bien. On fait exactement la même chose, mais uniquement pour Apicil, pour le comité de direction. D'abord, j'ai eu un silence. Et- Donc tu emmènes le mais, codir mais, chez mais, mais l'entreprise. ça va générer des choses, hein, il va se passer des choses. Très bien, donc on y va. Raison de plus. Et là, c'est le début d'une aventure assez incroyable parce qu'avec Hervé Fleury, qui était à l'époque le patron de l'Institut Paul Bocuse, on a préparé pendant plusieurs semaines le dispositif. Déjà, quel était le contenu qu'on mettait pour ce comité de direction d'Apicil, comment on allait faire, est-ce que c'était le schéma que moi j'avais vécu, où à un moment donné, il y a le vrai service en salle qui opérait. D'ailleurs, on a tout de suite dit qu'on allait plus loin, c'est-à-dire que le comité de direction d'Apicil, on allait l'emmener faire et la cuisine pour les invités et le service en salle, tant qu'à faire. Voilà, Beh, tant qu'ils sont là, allez-y. exactement. Et bien sûr, le comité de direction n'était alors pas au courant, si ce n'est qu'il fallait bloquer 2 journées complètes sans trop savoir pourquoi faire et à quel endroit et à quel sujet et quel était l'objet du séminaire. Donc on a préparé ça pour, faire, d'abord une petite mise en condition, une immersion effectivement dans cet univers,
du service, à ensuite imaginer les contours de ce dîner qui, là aussi, allait se faire avec des clients, des vrais, qui n'étaient pas au courant. Et pour autant, l'exigence du service à la Paul Bocuse devait être délivrée. Et puis un temps de débrief le lendemain matin pour partager un peu les retours d'expérience et ce que ça a fait émerger pour les membres de l'équipe de direction. Un petit peu avant, certains ont commencé à comprendre qu'il allait se passer quelque chose d'un peu extraordinaire, puisqu'il fallait demander des tailles pour préparer des vestes, pour les équiper, voilà. Et l'expérience a eu lieu. Donc, avec effectivement le fait de prendre contact avec les collaborateurs de l'Institut Paul Bocuse, de comprendre comment fonctionne l'établissement, et puis ensuite dire ça y est, c'est à vous maintenant. Ce soir, on a une vingtaine d'invités. Voilà comment se répartissent les tables. En fait, c'est vous qui allez préparer les repas, c'est vous qui allez les servir, c'est vous qui opérez le service ce soir. Et alors, c'est quoi leur réaction? Alors, la réaction était... Il y en a plusieurs qui étaient assez amusés, mais en disant, c'est des grands malades quand même. Il y avait un peu de ça. Il devait rester une partie de mes collègues un peu sceptiques parce que je sentais une espèce d'inconscient de je ne vais pas réussir à maîtriser les éléments, je ne connais pas, c'est parce que je fais d'habitude, comment je vais faire? Et en fait, d'ailleurs, ces personnes-là, ce sont parmi celles qui ont eu le plus d'émotions vécues. À un moment donné, il y a des barrières qui tombent et tout d'un coup, on est dedans à 300%. Et qu'on maîtrise ou pas, déjà, on est dans une équipe quand on fait quelque chose comme ça. Et je pense que la notion du collectif, comment un collectif comme ça arrive à se coordonner depuis la cuisine, depuis l'accueil même du client, ensuite la cuisine avec la commande, la préparation, le service. Voilà, les craintes de certains, je pense, c'est le collectif qui les a fait tomber. Alors, on avait deux personnes bienveillantes à nos côtés. En cuisine, il y avait David Tissot, qui est passé par un restaurant étoilé à Lyon avant, qui s'appelle la Villa Florentine, et qui était à l'Institut Paul Bocuse. Et puis, on avait un maître d'hôtel exceptionnel, un maître de salle, pardon, exceptionnel en salle. Et chacun était un petit peu le point de repère de l'équipe. Ouais. Tout ça s'est organisé. Alors, j'avais pris un petit peu de malice à les groupes, c'est moi qui les avais fait pour répartir les membres du comité de direction. Donc, j'avais volontairement mis en salle, c'est-à-dire très, très exposé aux clients, des membres du comité de direction qui, par nature, dans leurs activités, étaient moins directement exposés aux clients. La directrice des risques, les fonctions plus juridiques, informatiques, RH, et à mettre les fonctions plus commerciales, clients ou marketing en cuisine. Philippe Barret, PDG d'Apicil, était en salle également. Et ça a été un moment exceptionnel. D'une émotion, en fait, c'est là qu'on voit que le collectif y joue un rôle, que chacun a sa place, que quand on arrive à être dans un bon collectif où les gens sont complémentaires, s'entraident, des fois se comprennent juste par un regard aussi, il peut se passer quelque chose d'assez formidable en termes de résultats. Le retour à la fin des clients en salle, lorsque à la fin Hervé Fleury leur a dit, en fait, vous avez vu que sous l'âge des personnes qui se sont occupées de vous ce soir, c'était certainement pas des étudiants de l'école d'application, mais vous aviez un comité d'entreprise d'une entreprise lyonnaise, un comité de direction, pardon, d'une entreprise lyonnaise qui était là pour vous servir. Je me souviens de la vague d'applaudissements, c'était extraordinaire. Et quand tu t'es donné comme ça toute une soirée en disant est-ce que je vais être à la hauteur de ce qu'ils attendent, de rien oublier, d'amener la petite touche en plus, que tout soit parfait et qu'on te le renvoie par autant de sourires et d'applaudissements, c'est assez exceptionnel. Le lendemain matin, il y a eu un débrief. Certains n'avaient pas dormi de la nuit. Je me souviens de la directrice des risques qui a dit mais moi j'en ai pleuré, mais je suis contente d'en avoir pleuré. Ça m'a renvoyé de l'émotion, quelque chose de très incarné, de la gratitude aussi, de ce regard quand on rend le service, qui est vraiment, moi je tiens beaucoup à cette notion du geste de rendre service.
et elle l'avait exprimé tellement bien en disant, que pour une des premières fois de sa vie, à elle, qui a passé beaucoup d'années dans l'assurance, ça lui a renvoyé enfin, le côté tangible de ce que ça Mmh. produire, un collectif comme ça qui mis bout à bout sur toute la chaîne va délivrer quelque chose à un client. Voilà. C'était, une espèce de moment un peu hors du temps et tellement puissant sur ce qui ça veut dire en termes de management et de capacité d'un collectif à créer quelque chose. Waouh! Ça a dû être, un super moment et du coup, quand vous êtes rentrés dans l'entreprise et cetera, ça a été quoi les next steps? Vous avez pris des décisions après ça? Alors, il y avait un objectif qui était de se dire que c'est compliqué d'emmener toute une entreprise, plusieurs jours, à l'Institut Paul Bocuse, qu'en revanche, c'était peut-être un dispositif vers lequel amener, certains managers ou certaines personnes qui prennent des fonctions, et qui ont un rôle clé dans un collectif. Ensuite, moi, je suis partie d'Apicil, donc j'ai pas eu l'occasion de voir les suites, mais c'est sûr que ça nous a amené à réfléchir en se disant, même si c'est pas ce format-là pour beaucoup ou même si c'est un format plus court, il y a certainement quelque chose de l'ordre du vivre régulièrement l'expérience de service et pas que dans notre environnement, assurantiel, ça c'est certain. Et puis ce qui était très sympa, aussi pour ce moment fort, c'est en 2017, ça avait été, la première place à une palme de la FRC, Mmh. sur la palme coup de cœur, voilà, en binôme entre, le tandem assez improbable sur le papier, hein, entre l'Institut Paul Bocuse et Apicil, qui fait de l'assurance, voilà. D'accord, donc c'était un truc que vous aviez présenté à la FRC, ensuite. Ouais, tout à fait. Moi, j'imagine que ça a dû en inspirer, bien d'autres. Ouais, ouais, si tu ce sujet-là, moi, de l'hôtellerie ou de l'univers de la restauration, je trouve qu'il est très, très, puissant sur, ce qui permet de faire, ce qui permet de tester. Forcément, c'est dans le monde du physique et du présentiel, donc il se passe ou il se passe pas quelque chose entre une personne qui travaille dans ces secteurs-là et un ou plusieurs clients. Hem, c'est souvent des secteurs d'activité où, voilà, j'essaye de comprendre comment ils font. Quand je vis une belle expérience, j'essaye de m'imaginer, toutes les petites composantes, par lesquelles ils sont passés et ce travail pas toujours visible, mais qui produit un effet incroyable à la fin. Heu je prends l'exemple du pays du Japon, qui à mon sens est extrêmement fort sur tout ce qui touche au service, voilà, ces secteurs-là, des pays comme le Japon, qui sont très, très attentifs au fait de personnaliser, le service qu'ils rendent, moi je trouve ça hyper inspirant. Ouais, tu adores le Japon. J'adore le Japon, ouais, j'y suis allée, plusieurs fois. C'est un pays étonnant, déroutant par certains aspects. Tu vas avoir le mix, tradition, modernité à côté. Tout à l'heure, on disait des fois on oppose les choses. Le Japon, par exemple, n'oppose pas. Depuis longtemps, bien avant que nous on parle de, l'IA et la machine, depuis longtemps, le Japon cohabite, dans leur culture, c'est comme ça, avec à la fois l'homme et la place dévolue à la machine, et y compris il y a plusieurs, dizaines d'années lorsqu'on n'en était pas à de l'IA, mais à d'autres formes de robotisation. C'est quelque chose qui pour eux, c'est pas l'un ou l'autre. C'est les 2 font partie d'une même, culture et d'une même manière, d'appréhender les sujets. Je suis passée d'ailleurs, dans un hôtel lors de mon dernier voyage qui était en 2019, à Tokyo, dans un hôtel, réputé 100 automatisé. Mmh. Ce qui était, assez incroyable à voir, et en fait, tu vois, j'en suis ressortie en me disant donc tout est automatisé, hein. C'est-à-dire que tu arrives, ce que tu as commandé en ligne, tu le scannes quelque part. C'est un robot, un automate, je ne sais pas comment il faut dire, qui est derrière le desk, en face de toi Mmh. pour te répondre, et en fait, tu peux ne croiser personne. C'est-à-dire que la remise des clés, elle se fait, tu reçois par une petite boîte qui s'ouvre, ta clé, tout est fléché, tout est indiqué, et si tu as des questions et pour peu qu'elles soient assez basiques et classiques,
tu as effectivement un de ces robots qui va te répondre. Tu as même un petit chariot où tu peux mettre ton sac et qui t'emmène à ta chambre parce qu'il sait exactement quel chemin emprunter pour s'arrêter au numéro de ta chambre. Mmh. En revanche, alors ça j'ai pas testé ça, hein, mais très clairement, tu as un problème, tu arrives en retard, tu es avec une famille, tu as, je sais pas, tu as, ton petit qui est malade, il faut l'emmener à l'hôpital, tu parles pas japonais et du coup tu essayes d'expliquer que tu as besoin en urgence d'aller voir un médecin ou aller à un hôpital. Je pense que des choses comme ça qui sortent du cadre et qui sont pas justes: «Je récupère ma clé, je vais dans ma chambre, je vais dormir, je repars», je pense que ça, ils savent pas du tout le gérer. Mais donc c'est intéressant parce que voilà, sur un format très simple, de dire, en fait, c'est hyper fonctionnel, je veux juste un endroit où dormir, je récupère ma clé, je vais dans ma chambre. Franchement, je pense que ça fonctionne et que ça fait le job, mais il faut pas en attendre plus, c'est là où il faut pas se laisser, piéger et à contrario, tu as envie de passer un moment un peu, hors du temps exceptionnel, tu vas, dans une auberge, traditionnelle japonaise et là, tu as l'impression que tu as changé de siècle, en fait, hein. Tellement c'est, ancré sur le rôle des personnes qui t'accueillent, qui vont te servir à manger, qui vont t'indiquer, où est-ce que tu vas, loger. Mais dans les 2 cas, c'est tu ne cherches pas la même chose. Donc en fait, tout dépend aussi en tant que client et utilisateur, ce que tu vas rechercher. Et au Japon, tu peux voilà, les 2 se côtoient, là où ça pourrait nous paraître, assez curieux de se dire que les 2 ont le droit à la même place quelque part. Ouais, bah, écoute, on a hâte de pouvoir reprendre l'avion Ah et moi et y aussi, aller. moi Bon, aussi. et dis-moi, parce que tout n'est pas tout rose et il y a des fois, il y a des projets qu'on déploie qui rencontrent pas forcément, un succès, fulgurant ou qui sont, je dirais, avortés pour raison, X ou Ouais. Y. Est-ce que tu peux me parler, de cet échec de la digitalisation, chez Apicil? Ouais, chez Apicil, la digitalisation, elle a mis un petit temps pour trouver sa place, et et il y avait des objectifs très, très forts de faire passer un maximum de contacts, sous des échanges de type self-care, et digitalisés, d'avoir, finalement de la réduction d'appels et tu vois, mais je vais dire «je» parce que j'étais là-bas à ce moment-là et en charge de ces sujets-là. Hem, J'avais pas perçu tout de suite le temps d'accompagnement au changement nécessaire. Donc on parle des années, 2014-2015 où il y avait déjà, beaucoup de digital, mais sans doute pas aussi fréquemment qu'aujourd'hui et alors qu'on sortait de projets qui nous permettaient de digitaliser, des étapes du parcours, de simplifier des choses et potentiellement, d'avoir moins d'appels ou de contacts email et de faire des choses en self-service par le client. Il y a un point important qui a été, sous-estimé, c'est que tout ça n'est pas automatique et quelque part, c'est aussi rassurant et c'est là que c'est passionnant quand on est manager, c'est que c'est de l'accompagnement au changement. Tu as beau avoir le meilleur, service déployé sur du digital, hyper simple à utiliser, efficace, qui marche à chaque fois, c'est pas ça qui fait tout le chemin. Pourquoi? Parce qu'il faut bien sûr que ton client sache que ça existe et donc tu as un temps quand même assez important entre le moment où tu mets ça en place, où tu as suffisamment de clients qui sont informés, que ce soit parce qu'ils reçoivent une newsletter, parce qu'ils reçoivent des SMS, parce qu'ils reçoivent des alertes ou parce que tu les as au téléphone et tu leur parles de ce service. Donc il se passe un peu de temps, qui est un temps tout à fait normal d'accompagnement au changement d'un client, d'avoir conscience que ça existe, ensuite un peu plus tard d'avoir envie d'essayer d'utiliser. Et Mmh. puis l'ingrédient clé, c'est quoi? C'est le conseiller relation client. J'ai un conseiller, j'en suis de plus en plus convaincue, un conseiller relation client, il faut qu'il soit convaincu des services digitaux que propose la marque pour laquelle il travaille pour que ça fonctionne. Parce que s'il les connaît lui, et encore mieux si c'est des clients de la marque où il travaille, et qui l'utilisent, c'est encore mieux. S'il les connaît, s'il sait ce que le client peut faire, s'il a déjà même pratiqué lui-même, il va pouvoir aider le client et il va pouvoir à chaque fois dire: «Bah, ça c'est très facile, la prochaine fois si vous souhaitez,
Vous avez essayé de nous appeler un week-end, vous avez vu le week-end on n'est pas ouvert, bah, le samedi vous pouvez faire ça de chez vous sur votre canapé, c'est dans cette rubrique-là, cet endroit-là, tac, 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 3 clics, c'est fait. Tu vois, dans l'exemple que je cite, les résultats, en fait, sur la digitalisation d'Apicil, ils se sont faits, mais il y avait ce temps incompressible d'accompagnement au changement et pourquoi je le cite dans les retours d'expérience, de type échec, hein, et pour moi échec, c'est des choses dont on retire plein de choses positives pour la Bien suite, sûr. pour progresser. C'est quand on s'est dit: «Très vite, le volume d'appels va baisser, très vite, on va pouvoir réorienter une partie des conseillers plutôt vers l'appui au digital, voire même baisser des effectifs, parce que ça y est, on a construit le digital». Oui, c'est une chose de construire le digital d'un point de vue techno, c'en est une autre d'avoir la courbe d'apprentissage qui se fait. Elle se fait au niveau du client, mais elle se fait aussi au niveau des collaborateurs. Ce Ça ne va pas forcément de soi pour des collaborateurs qui passent beaucoup de temps dans leur journée à être sur le canal téléphonique ou mail, pour systématiquement avoir le réflexe du digital. D'autant plus que les espaces digitaux, ils bougent vite. Donc il suffit que tu, n'aies pas eu l'information que, il y a une mise en production, que le service il a été complété, amélioré, facilité, tu vois? Tu peux être déphasé par rapport à un client qui lui a déjà essayé d'utiliser et toi, tes conseillers, si tu es pas au courant, bah, c'est le client qui a une longueur d'avance sur toi. Donc moi, Ouais. je suis convaincue que le digital, on parlait des canaux et de ce qui est un peu plus automatisé versus, l'être humain. Nos conseillers sur nos métiers de relations clients, pour moi, dans leur panoplie, la connaissance du digital, c'est inhérent à la maîtrise de leurs compétences. C'est-à-dire qu'ils sont sur ce parcours omnicanal. Alors ils vont le faire, par mail, ils vont le faire par, téléphone, ils vont le faire par chat ou sur un réseau social, mais à côté, il peut se passer d'autres choses. Il peut se passer, des éléments qui sont automatisés, et que le conseiller ne voit pas, mais qui existent pour le client. Il peut se passer des opérations que le client a fait en self-service sur son espace client et et mmh et comme pour moi, c'est vraiment le conseiller relation client qui doit être pilote de cette relation 360, il faut qu'ils puissent savoir ce qui se passe sur les différents canaux, même ceux qui ne sont pas des canaux humains. Voilà. Et ça, je pense, c'est très, très important. On fait de l'accompagnement au changement quand on fait du projet. Le digital, on a tous dans nos activités tellement, ce sentiment que ça fait partie du quotidien. Ben, moi, je suis convaincue qu'il faut régulièrement l'accompagner. Tu changes de Et pardon. non, non, t'inquiète. Je me disais, c'est quoi ton retour d'expérience? Au final, c'est quoi la courbe d'apprentissage d'un point de vue client et d'un point de vue conseiller? Combien de temps tu dirais qu'il faut, pour que du coup ça rentre un peu dans les mœurs? Pour moi, si tu n'as pas un semestre pour préparer tes équipes, pour, et en plus, tu vois, ça se décrète pas. C'est-à-dire, ce qu'on a alors fait chez Apicil, c'est faire toucher du doigt aux conseillers tout ce qui était possible de faire sur les services en ligne. Et ça, c'est, tu mets, tu sais, des ordinateurs en libre service ou des tablettes en libre Mmh. service et du coup, ils peuvent régulièrement dans la journée ou lorsqu'ils sont pas en prise d'appel ou qu'ils ont une pause, ils peuvent aller regarder, les dernières nouveautés avec un compte, qui permet de voir, Ouais. co comme Un un faux compte compte client du coup, exactement. Des fois, c'est des petits e-learning, qui permettent de voir si les dernières actualités, par exemple, elles sont, maîtrisées, assimilées, ou pas. C'est un vaste sujet dans les centres de contact client, c'est l'information. On est nombreux à avoir des bases de connaissances. Bon, il faut avoir une petite rubrique sur ce qui se passe sur l'espace client pour que le conseiller puisse, en autonomie, aller chercher de l'info. Alors des fois c'est bien et d'autres fois c'est pas bien. Ça peut être le temps de mettre en place aussi des ambassadeurs digitaux dans les équipes, que son équipe ait son référent, sur le sujet du digital. mmh. Pourquoi je dis c'est bien ou pas bien? C'est bien parce que ça permet, d'avoir, dans une équipe quelqu'un qui va être, l'interlocuteur clé lorsqu'il y a des réunions, des ateliers, des informations à passer. Bah, ce conseiller, il va être réuni avec d'autres et il va avoir une longueur d'avance et il va être en mesure de redonner l'info à ses collègues. C'est pas bien parce il faudrait pas que le reste de l'équipe considère que c'est Se l'ambassadeur qui repose est sur seul lui. concerné. Exactement. Mmh mh. Donc tu vois tout ça, c'est des choses, ça ne se décrète pas, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas, 3 heures de formation, théorique dans une salle, qui permettent, c'est un ensemble de petites choses,
c'est aussi partager les bonnes pratiques. Tu vois, il y a des conseillers qui ont vraiment le petit truc en plus pour, après avoir répondu à la question client, amener le sujet du digital. Saviez-vous que, ça c'est quelque chose de très simple à faire, si vous n'arrivez pas à nous joindre tout de suite, c'est à cet endroit-là, tac, tac, tac. Et du coup, ça génère du réflexe et le réflexe, oui, ça prend un peu de temps. Et alors le top du top, lorsqu'il y a des projets qui amènent du digital, c'est dès le début du projet de se dire: «Dans, je sais pas, 6 mois, 4 mois, on va, faire une release avec des nouvelles fonctionnalités». Dès le début du projet plus technique, on va réfléchir à l'accompagnement au changement des équipes. Mmh. Parce que comme ça, tu vois, tu es déjà, entre le temps qu'il te faudra de toute façon, quand ces fonctionnalités-là, elles vivront, si tu démarres dès la conception de ton projet, alors que on pourrait se dire que c'est plus une partie, entre guillemets, pour des développeurs ou des informaticiens, dès le début, il faut que tu aies un lot, accompagnement au changement. Comme ça, tu vas pouvoir commencer à te dire: «Comment je fais? Et est-ce que j'embarque des gens dans les équipes dès la conception un peu technique?» Parce que si j'embarque des conseillers, ce sera une première approche pour eux, pour s'approprier ce qu'on va changer, ce qu'on va développer, différemment. Mmh. Et Très clair. et voilà, et après je pense qu'il y a une espèce d'effet boule de neige où le réflexe se fait. Le conseiller prend le réflexe, ça rentre dans le quotidien, et petit à petit, le client a aussi ce réflexe-là. Tu vois, on parlait de l'exemple d'Apicil dans l'assurance. Pourquoi aussi il faut du temps? Il ne faut pas décréter que ça y est, on a livré un projet informatique et les gains attendus, vont être là. Par exemple, dans des secteurs d'activité comme l'assurance, tu n'as pas beaucoup de contacts dans l'année avec ton assureur. C'est pas pareil dans tous les secteurs, mais donc si en plus il faut que tu attendes, tu en as parlé à ton client, mais en plus il faut que le sujet en question, par exemple, être malade et avoir besoin d'un remboursement de santé avec ton contrat d'assurance, se fasse, voilà, la fréquence, elle va pas se produire tout de suite. Donc il y a Mmh. quand même un cycle où jusqu'à temps que chacun ait utilisé une fois et a envie de réutiliser une deuxième fois, il va se passer un peu de temps. C'est clair. Oui. Écoute, très, 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 très bien. Je te propose qu'on clôture, cette discussion, si ça te va. Ouais. J'ai 3 dernières, petites questions, assez succinctes, mais du coup, j'ai l'impression qu'on en a déjà, abordé une. Je voulais savoir quel était ton meilleur souvenir d'expérience client. Du coup, on a parlé du Japon. Est-ce que tu veux retenir ça? Est-ce que tu veux préciser quelque chose ou partir sur toute autre chose? Bah, je préciserais que j'ai vécu des choses assez similaires alors que les cultures n'ont rien à voir, au Canada. Mmh. Je vais encore parler d'hôtellerie. Hem, avec, des attentions dans l'hôtel dans lequel, j'étais avec ma famille, des petits mots, mais alors pas des petits mots, tapés à la machine, hein, des petits mots écrits, La main. des petits mots, alors à l'époque, mon fils pouvait pas les lire, il était trop petit, mais un petit mot écrit à la main de la personne qui s'occupait de notre chambre, avec un petit mot pour le doudou de mon fils, où elle expliquait qu'elle avait vu qu'il le mettait à tel endroit, donc elle le replaçait chaque jour à cet endroit-là. Enfin des petites attentions, assez sympathiques qui montrent que c'est pas, de la pure industrialisation, mais il y a encore la part d'humanité. Voilà, donc j'avais trouvé ça intéressant, que le Canada ou dans les stations, à la montagne, ils offrent du matériel en libre service. C'est improbable en France. Des bâtons pour faire de la rando, du matériel de rando, qui sont dans des boîtes où tu vois, tu as une petite signalétique qui t'indique, «Servez-vous», et tu vas chercher le matériel dont tu as besoin quand tu vas faire, ta rando, ou ton trail, et le soir tu le reposes, C'est et gratuit. et ça fonctionne et c'est gratuit. Punaise! Voilà, et tu vois, c'est un petit sujet, hein. En l'occurrence, ce jour-là, j'aurais très bien pu faire ma randonnée sans du matériel, mais le fait qu'il y en ait, le fait que c'est gratuit, le fait que c'est un petit plus, tu te dis: «Waouh, c'est quand même super sympa de faire ça». Bah, tu préfères aller dans cette station-là. En même temps, j'imagine que peut-être que ça doit prévenir les risques, sur, des potentiels accidents, bon, même si, des bâtons, en soi, voilà, c'est pas enfin,
si, c'est quand même, enfin, c'est pas indispensable, j'en sais rien. Mais Tu j'imagine qu'il vois? doit y avoir une raison aussi. Ouais, c'est voilà, des petites choses comme ça. Là, je cite cet exemple-là, mais c'était dans les Rocheuses au Canada. Je me dis: «Mais qu'est-ce qu'ils sont forts quand même!» C'est des petites choses en plus et en fait, tu te sou c'est pour eux, c'est certainement pas grand-chose, mais tu t'en souviens après, tu te dis: «Ah, quand même, on s'est bien occupé de nous». Ouais, mais c'est dans le détail, que parfois on fait vraiment la différence. Tout à fait. Et alors dis-moi, quel est ton pire souvenir d'expérience client? Pire souvenir, il y a un je vais prendre un secteur qui, pendant le covid, a tellement œuvré et moi, ça m'est arrivé pendant le covid, donc c'est encore un peu frais. C'est dans le secteur du colis et de la livraison Ouais, et en fait, je voulais faire une surprise, quelqu'un de ma famille et j'ai commandé, alors c'est des articles de sport, d'une marque, très, très sympa d'articles de sport et mon colis, en fait, je l'ai jamais vu. Je pense que le suivi a été assez, chaotique. C'est-à-dire que mon colis m'a été présenté, chez moi. Bon, j'étais sans doute pas là, mais j'ai vraiment pas souvenir qu'on ait sonné chez moi et j'ai retrouvé le petit bout de papier. Hem et 3 jours après, ce qui me paraît quand même assez court, 3 jours après, quand je suis arrivée, au point relais, on m'a expliqué que, la veille à 19h, il était reparti dans un camion pour aller en Hollande. ouais, Bon. retour expéditeur, quoi. Retour expéditeur avec une visibilité, c'est ça qui m'avait vraiment fait défaut moi dans cette expérience-là, c'est que, 0 visibilité. Contacter la marque, bah, j'ai essayé mais en fait, une espèce de tunnel où on savait je me disais: «Mais à qui je vais écrire? Comment je contacte? Comment je passe du numéro de commande à contacter la marque pour dire qu'il y a quelque chose qui va pas?» La personne qui s'occupait du point relais, m'a dit: «Mais je peux rien pour vous ma pauvre dame». Et voilà, c'est ce sentiment qu'il y a quelque chose quelque part qui se balade dans un camion, c'est à moi Mmh. et j'en ai besoin puisque c'était pour faire un cadeau. Mais en fait, les parties prenantes de ce sujet, que ce soit la personne qui réceptionne un point un colis ou la marque elle-même ou le transporteur, aucun n'était pleinement, responsable du sujet et personne ne pouvait réellement répondre à ma question. Donc ça s'est terminé avec un recrédit sur mon compte bancaire. C'est un petit peu comme ça que j'ai compris le fin mot de l'histoire, où le colis est définitivement reparti à son dépôt d'origine et j'ai été recréditée. Voilà, ça m'avait un peu refroidi sur le coup. Ouais, mais j'imagine, bah, surtout quand c'est pour un cadeau. Après, est-ce que le fait qu'il y ait tellement de ruptures de charge justifie ce type d'expérience? Point d'interrogation. Ouais, oui, oui. Mais c'est des moments comme ceux du confinement où, on a vu aussi quels étaient les acteurs qui font de la relation client qui sont vraiment solides. Parce que quand tu vis des périodes comme ça et que tu arrives à rester assez proche des standards que tu veux délivrer, c'est là que tu peux voir aussi si ton modèle de relation client il est robuste et où tu en reviens à tes fondamentaux. Est-ce que les fondamentaux sont bons? Joignabilité, capacité à traiter de manière rapide, capacité aussi à informer le client sur son parcours pour qu'il ait de la visibilité sur ce qui se passe. Et c'est vrai que cette période, elle a fait voir, des très bonnes choses et parfois des moins bonnes également. Mmh. Ouais, c'est très juste ce que tu dis. Et alors dis-moi, qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience et de relations clients sur ce podcast? Je vais continuer sur le colis, celle qui pourrait parler avec passion et en majuscule et un point d'exclamation, de relations clients et du colis, c'est Nathalie Namias, qui travaille pour la marque, DPD. DPD? Ouais. Voilà, qui est passionnée et passionnante, sur ces sujets. J'aurais envie de t'orienter aussi, vers Jean-Marc Penello de La Redoute, que j'ai rencontré, durant l'année 2020, qui s'occupe de la relation client, à La Redoute. Et ce que je trouve intéressant dans son approche, au-delà de tous les chantiers qu'il conduit avec ses équipes à La Redoute, c'est que La Redoute, elle est en train de changer de visage. Hem Ah bah clairement, c'est C'est incroyable, hein. incroyable, c'est plus du tout le Mmh. catalogue qui était sur la table basse de nos grandes Ouais, tantes et nos c'est fou. grands-mères. C'est incroyable et ils sont vraiment dans cette logique aussi de s'occuper, de ce que vit le client. Je me souviens d'une discussion avec Jean-Marc où il m'expliquait que,
le moment où tu réceptionnes, alors il y a la partie maison, il y a la partie textile, hein, il y a différentes activités, mais le moment où tu reçois tes colis, a fortiori si c'est sur la partie La Redoute Maison, un de leurs objectifs, c'est de faire en sorte que ce moment-là soit un moment fort. Et comment tu rends joli ce moment-là, de quelque chose que tu attends chez toi, ou peut-être que ça va redécorer de manière assez profonde ton intérieur. Donc il est très intéressant là-dessus. Voilà, sur d'autres secteurs d'activité, tu as un Sébastien Passedouet sur PMU, qui est également très très intéressant, et qui parle très très bien aussi de ces sujets-là. Et alors, je vais citer un nom, hein, je suis désolée Marine, j'ai pas le contact direct, mais si on s'y met à plusieurs, peut-être qu'on va réussir. Vas-y, Moi, mets-moi je le me, moi, challenge. moi, je me dis, quelqu'un qui excelle dans ce secteur dont j'ai beaucoup parlé de la restauration, où il y a l'excellence de service, tu vois, Anne-Sophie Pic, interviewée par Marine, ça, ça en jette. Voilà, je me dis, si on arrive à identifier quelqu'un qui, par exemple, à la tête d'un étoilé, ça pourrait être intéressant. Alors, je la cite elle parce que j'ai vécu l'expérience Anne-Sophie Pic à Valence, et c'est un des moments les plus beaux, je pense, que j'ai vécu dans un restaurant de ma vie, si ce n'est le plus beau. Et que voilà, c'est cette atmosphère assez incroyable, et cet effet waouh, son équipe avait su la créer. Donc voilà, je parle d'Anne-Sophie Pic, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. Je me dis que ce sont des Un personnes étoilé voilà, ce sont des de manière personnes générale. qui ont des choses à dire et qui mettent les niveaux d'excellence la barre tellement haute. À mon avis, ce serait passionnant. C'est clair, mais oui, je trouve que la partie restauration mérite d'être traitée. Et tu vois, je l'ai vu toi dans ton expérience esprit client, où c'est vrai que eux, ils ont cette vision quand même vraiment de A à Z, du moment voilà, où je choisis mes produits jusqu'à j'amène le plat au client et j'ai son feedback en direct. C'est quand même extrêmement fort, quoi. Mm, tout à Très fait. bien. Eh ben, merci beaucoup Anne-Christelle, c'était super. Merci pour ton temps et pour tout cet échange. C'était vraiment hyper intéressant. J'espère que ça t'a plu. C'est moi qui te remercie. C'était un grand plaisir, et c'est toujours intéressant de pouvoir revenir sur ces sujets-là, tu vois, y compris de décrypter des choses qui ont marché, moins bien marché, parce que c'est ça qui fait progresser chaque jour. Et voilà, encore merci à Anne-Christelle pour cet échange. Vous pouvez évidemment la retrouver sur LinkedIn. Et nous, on vous met toutes les notes de l'épisode dans le descriptif et sur notre site internet et on compte sur vous pour les partages, les notes 5 étoiles, les petits mots d'encouragement. Je vous promets que ça nous aide beaucoup et qu'on met toute notre énergie à déployer ce média. Si d'ailleurs vous avez des recommandations d'invités, je suis preneuse. Vous pouvez m'écrire en DM sur LinkedIn ou sur Instagram pour ceux qui me suivent sur Insta et envoyer un mail à hello@lougage, Lougage, Paris comme la ville.com. Allez, je vous souhaite une très belle journée. Bye.